France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi 22 mars jusqu'à 18h avec la question du jour que l'on vous pose aujourd'hui. Après les incidents de l'acte 18 samedi dernier sur les Champs-Élysées, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est-il toujours l'homme de la situation? C'est la question à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Nous en parlerons avec vous ainsi qu'avec Tarek Mami qui fait son grand retour et ça fait plaisir aujourd'hui jusqu'à 18h. L'Algérie avec, malgré la pluie, les Algériens sont dans la rue aujourd'hui pour dire non au prolongement du 4e mandat. On essaiera d'en parler avec des belles images tout à l'heure. Et peut-être une crise ouverte entre la présidence française et le Parlement du Sénat. En cause, l'affaire Benalla. Nous y reviendrons tout à l'heure. Sans oublier un bon zapping avec des extraits notamment de l'émission Balance ton poste hier où il y a eu pas mal de clash. C'est ce que nous écouterons tout à l'heure. Info zappé. Soyez les bienvenus, c'est votre émission le LGF jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct jusqu'à 18h sur votre radio France Maghreb 2. En ce vendredi, nous sommes le 22 mars. Soyez les bienvenus en direct sur votre radio avec, et ça fait plaisir, Tarek Mami. Bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour chers toutes, bonjour chers tous. Heureux d'être encore avec vous ce vendredi, même si la voix va être un peu basse, mais bon, l'essentiel. Oh, je suis sûr que j'ai un moyen de vous la faire monter un petit peu, vous allez voir. On parlera de l'Algérie tout à l'heure avec ces centaines de milliers d'Algériens. On parlera de tout ce que vous voulez, dans les rues de l'Algérie, malgré le froid et la pluie, ce qui pleut aujourd'hui. Et j'ai juste envie de vous situer cette belle image que vous avez vue aussi. C'est ce drapeau palestinien dans la manif d'Alger et ce drapeau algérien à Gaza. Voilà, cette belle image d'aujourd'hui, c'est peut-être l'image du jour d'ailleurs. On peut la qualifier d'image de la voix des peuples. Beaucoup en Occident ne souhaitent pas la démocratie, en tout cas pas leur démocratie, avec des changements de président tous les 5 ans et de parlement tous les 3 ans, j'allais dire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les peuples sont du côté de la question palestinienne, et on rappelle encore une fois sur France Maghreb 2, les peuples arabes et musulmans, même s'ils se revendiquent comme arabes et musulmans, ne soutiennent pas la Palestine parce que c'est des arabes et des musulmans. Tous, ils savent qu'il y a des chrétiens parmi les Palestiniens, ils soutiennent la cause, j'allais dire, en tout cas pour le monde arabe et non pas pour le monde islamique, en mémoire et en hommage à la révolution algérienne de 54-62, parce que pendant cette période de l'histoire, tous les peuples arabes, mais aussi tous les États arabes, étaient plutôt du côté du FLN et de la révolution algérienne, et non pas du côté des colonisateurs français. Et il se trouve aujourd'hui que ces peuples ne se retrouvent pas dans la position de tous ces chefs d'État, surtout au Moyen-Orient, surtout aux Émirats, surtout en Arabie Saoudite, un peu au Qatar, moins que les deux autres, qui eux normalisent d'une manière ou d'une autre la relation diplomatique, politique, culturelle et économique avec Israël, y compris aux dépens de la question palestinienne. Donc c'est pas gratuit que ces deux drapeaux, l'Algérien à Gaza et le Palestinien à Alger, soient affichés au même moment. Et je terminerai par le fait que quand Madame Jamila Bouhired s'est rendue il y a longtemps en Palestine et se rend aujourd'hui sur les plateaux de la télévision El Mayadin qui diffuse à partir de Beyrouth, l'un des taux pour visionner cette interview de Madame Bouhired se passe en Algérie. Donc le lien entre la Palestine et l'Algérie est un lien historique, et c'est à Alger que le président Arafat avait déclaré la création de l'État de Palestine. Donc c'est une image qui correspond à elle est belle cette image, Tarek. Elle correspond à une vérité historique profonde. Elle est magnifique. Mais pour l'heure, on va parler de choses qui sont beaucoup moins magnifiques. En l'occurrence, Castaner est-il encore l'homme de la situation? Notre réponse doit être la fermeté encore renforcée. Je veux que cela soit très clair. Ici, le danger n'a pas le droit de citer. Protéger les manifestations, c'est briser l'émeute. Je vous demande donc une impunité zéro. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, donc, à la question que l'on vous pose aujourd'hui, suite aux incidents graves qui se sont déroulés aux Champs-Élysées durant l'acte 18 et à la veille de cet acte 19 qui se déroulera demain.
un petit peu partout avec des manifestations et plutôt des endroits interdits aux manifestations. Est-il encore l'homme de la situation selon vous? Alors c'est un score sans appel. Vous êtes 94% à penser que non sur Facebook, idem 95% sur Twitter, le grand forum FM2. Pour voter, nous appeler au 01 40 33 9000. En tout cas, c'est un feuilleton qui traîne en longueur maintenant. Tarek Pami, ami auditrice auditeur, celle des Gilets jaunes. On en est à son 19e journée de manifestation consécutive. Ça sera donc demain et comme chaque week-end depuis le 17 novembre. Mais après un acte 18 marqué par des violences, comme je disais, donc, eh bien le ministre de l'Intérieur, Castaner, joue la carte de la fermeté. Il recevait hier soir les principaux syndicats de police et pendant près de 2 heures, il semble avoir mis au point le dispositif de sécurité, cher Tarek, avant de développer ce dispositif qui a un petit peu évolué, selon les actes d'ailleurs. Est-il, selon vous, encore l'homme de la situation en tant que ministre de l'Intérieur, après toutes ces images que l'on a vues de samedi en samedi? Si vous me posez la question à moi, oui, à vous. Moi, Castaner, je veux dire, il a mangé son pain blanc, son pain noir, son pain gris, dès sa nomination. Monsieur Castaner n'est pas fait pour ce poste. Je veux dire, il s'est battu après le départ de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a lâché son pays. J'allais dire, c'est difficile d'utiliser les gros mots, mais comme c'est un homme politique, on peut dire qu'il a lâché par lâcheté la situation. Bon, c'est au pas bon moment, selon. Non, mais j'allais dire, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est pas de la diffamation. Mais en politique, quand on débat, quand on descend du bateau, alors que le bateau a besoin d'un capitaine, en tout cas dans le domaine du ministère de l'Intérieur, il a lâché. Et il a été nommé par chantage, il s'est imposé. Et c'est un personnage frêle, dire ce poste est très très difficile, c'est peut-être le poste le plus difficile à gérer après le poste de Premier ministre, bien sûr que lui a tout, parce qu'il faut à la fois être très ferme et il faut à la fois être très diplomate. Ouais. Et il faut être proche de ces hommes tout en leur montrant qu'il est capable de pas de les punir, mais de sévir quand il y a un dépassement. Or, Monsieur Castaner, depuis qu'il est là, il a lâché plusieurs choses. Dans une discussion de 3 heures, il a lâché une demande d'augmentation de salaire pour les policiers. Je suis pas contre l'augmentation des salaires, qu'on soit clair, mais c'est une demande qui traîne depuis des années, depuis donc la présidence Sarkozy. C'est comme s'il n'avait pas confiance dans son propre discours pour que ces hommes, les policiers, suivent donc ses instructions. Donc il les a achetés en quelque sorte, je mets acheté entre guillemets. Après donc il se venge, j'allais dire il se cache derrière le préfet de police qu'il limoge avec tout le staff. Il a soutenu Benalla alors que c'était pas son rôle. Donc effectivement aujourd'hui si les auditeurs votent à 94%, ben je voterai avec eux. Alors je sais pas si ma voix portera à 95%, cher Christophe, mais bon, il devrait par, j'allais dire, conscience politique démissionner, et surtout la bourde d'aller en boîte de nuit ou pas en boîte de nuit. Ah oui, ça veut dire un peu, ça veut dire ne pas aller en boîte de nuit pendant les 4 mois où le pays souffre. De toute façon, il un est peu comme le président au ski, quoi. Non, c'est pas pareil. Je parlerai de ça, mais c'est pas pareil, Christophe. Mais le président Ouski, c'est un week-end, un samedi, dimanche. J'allais dire, y compris, je le sais moi dans mon métier, c'est que des fois on a besoin de s'aérer, de faire autre chose. Qu'on n'est pas obligé de faire, mais pour changer d'ambiance. Alors que Monsieur Castaner allait en boîte de nuit, heureusement que il s'est pas battu avec un garde-corps ou avec quelqu'un comme l'avait fait, vous vous rappelez, l'ancien sénateur écologiste, oui, qui va dans une boîte de nuit et qui tape les gens. Donc Castaner, Jean-Vincent Placé. Oui, voilà, Monsieur Placé. Donc Castaner, s'il venait à démissionner, il se grandirait. Est-ce que ce serait éventuellement son dernier week-end si demain toutefois ça se passe mal et non, mais le problème cette fois, comme dirait l'autre, va devenir le problème de du président de la République, Monsieur Macron. Monsieur Macron semble faire beaucoup sur l'affectif, sur les relations. Monsieur Macron aurait dû lâcher Monsieur Benalla, quitte à l'appeler discrètement et passer un deal le premier jour pour que dès que l'opération de la Comtesse Cap était connue, il le lâche. Et il aurait dû faire pareil avec Monsieur Castaner. Il a défendu Monsieur Benalla et indirectement le président de la République continue à le protéger quelque part. Et selon les révélations de Mediapart dernièrement. Il paraît ce moment, moi j'ai pas encore lu, mais j'ai vu
vu Plenel hier qui était un peu dans l'excès par rapport à d'habitude quand même. J'ai vu son interview et j'ai pas eu le temps d'aller voir ce Mediapart ce matin pour dire on a encore des révélations. En tout cas, M. Castaner n'a plus sa place et le président de la République devrait apprendre à devenir un peu cassant. C'est-à-dire, M. Benalla, c'est terminé, M. Castaner, c'est terminé, et demain, M. X ou Mme Y qui dérape, c'est terminé. Alors, pour ce qui est des changements pour demain, alors c'est vrai que, quand je disais, les stratégies n'étaient absolument pas les mêmes de samedi en samedi. On se souvient des violences aussi gravissimes du côté de l'Arc de Triomphe le 1er décembre. Et on se souvient que la semaine d'après, il y avait eu ce record d'arrestations, plus de 1000 en une journée, bouclage total des Champs-Élysées. Ce qui m'étonne, moi, ce qui interroge beaucoup Tarek, c'est que vendredi soir dernier, les politiques, les médias nous faisaient part effectivement de l'arrivée de 1500 ultras, les Black Blocs, quoi. Comment on a laissé faire une chose pareille? Ça paraît vraiment invraisemblable. Les policiers nous disent ils n'ont pas reçu d'ordre. Ça a été vraiment le cafouillage le plus complet, laissant dire à certains, à tort ou à raison, je ne sais pas, que ça a été fait sciemment pour justement essayer d'obtenir un retournement de l'opinion. Non, alors ça j'y crois vraiment pas en tant qu'analyste politique, cher Christophe. Je pense que j'allais dire le président, comme vous l'avez dit... Ça a été laxiste quand même, Tarek. Oui, ça a été laxiste. Mais le président ayant décidé d'aller faire son week-end de sport, Monsieur Castaner n'ayant pas la poigne pour faire... Pardon. Ils étaient tétanisés. Il n'y a pas eu de coordination. À la limite, aujourd'hui, pour revenir à la question d'avant, que M. Castaner démissionne et qu'on nomme M. Nunez comme ministre parce que il connaît la maison de l'intérieur. Peut-être que les rapports avec les hommes changeront, mais laisser faire exprès pour retourner, si l'opinion devait être retournée, elle l'aurait été fait. Le jour où le président de la République a mis sur la table des milliards, si elle devait être retournée, ça aurait été fait au mois de décembre quand ils ont pris d'attaque l'Arc de Triomphe. Donc l'opinion aujourd'hui ne se retournera plus. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va continuer d'une part dans une position de schizophrénie, soutenir les gilets jaunes qui continuent à manifester et en même temps condamner les violences tout en refusant de se prononcer sur le point principal. Est-ce que c'est parce qu'il y a les gilets jaunes qu'il y a la violence, ou est-ce que cette violence se continuerait sans gilets jaunes? Et vous avez vu, cher Christophe, que les gilets jaunes, avec une liste européenne, au début on leur donnait 14, aujourd'hui ils tournent autour de 3, donc le mouvement politique ne tient pas. Et le gouvernement doit prendre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est demain, vous avez des soldats devant un immeuble. Oui, le symbole, Tarek. L'armée. Non, mais c'est pur que le symbole, Christophe. Et c'est la première fois, en gros, depuis 1921, j'ai regardé. Disons à partir de la période de la colonisation de l'Algérie. C'est-à-dire 54, 62, en 60, il y avait des policiers, il y avait des militaires dans la rue. Après, donc, 2015 et les attentats. Mais moi, ma question est en direct, la question que je poserai. Non, mais c'est pas la même chose, Tarek. Pardon, vous parlez d'attentats, c'est pas la même chose. Non, mais justement que je continue. Demain, vous avez donc des militaires devant un immeuble. Ouais. Vous avez des gens, des black box qui foncent vers cet immeuble. Quelle réaction va avoir l'armée? Est-ce qu'elle va tirer en l'air? Est-ce qu'elle va se battre à coups de poing avec ces black box? Ou est-ce qu'elle va leur tirer dessus dans les pattes? Légitime défense. Non, mais c'est ça la grosse question. Bah oui. Et bon, les militaires sont assez entraînés pour ne pas tuer, mais ils sont aussi entraînés pour tirer dans les jambes. Et qu'est-ce qu'on va écouter demain soir? Que l'armée française tire sur le peuple français. Ouais. Bon, c'est ça le drame. Et ils sont pas spécialisés dans le maintien de l'ordre, l'armée. Ils sont pas faits pour ça. Oui, tout à fait. Alors que oui, il y en a qui disaient oui, l'armée est déjà présente au travers des gendarmes. Oui, ce sont des gendarmes et qui sont formés pour le maintien de l'ordre. Pour le maintien de l'ordre. Et c'est eux qui tiennent l'ordre de toute façon dans les zones qui ne sont pas ce qu'on appelle administrativement des zones de police. Alors, je vous explique un peu ce qui va se passer demain, le dispositif. Donc, premier changement,
dispositif policier pour plus de réaction. La chaîne de commandement Tarek sera raccourcie. David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, nous en dit un tout petit peu plus. La réalité du terrain, c'est quand vous avez un escadron ou une CRS qui est pris à partie, qui est agressé, il faut donner de la confiance au chef du dispositif opérationnel pour agir. Voilà, alors première chose, les forces de l'ordre pourront donc prendre des initiatives en situation. La situation de la... C'est la police et les gendarmeries ou c'est les militaires? Non, c'est la police là. Je parle de la police qui seront effectivement en mesure de prendre des décisions, chose qu'ils ne pouvaient pas la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas d'ordre. Exact. Elles devaient attendre donc les ordres de leur hiérarchie. Autre changement dans le dispositif policier, donc les CRS iront plus souvent en contact et cela n'est pas synonyme de plus de violence, assure David Lebars, ce même David Lebars. C'est pas parce que la police ou la gendarmerie est plus mobile dans l'action ou qu'elle va au contact que ça crée plus de blessés. C'était l'exemple du 8 décembre. Le 8 décembre, il y avait eu un dispositif très dynamique, mais rappelez-vous, le 8 décembre, il y avait eu plus de 1000 interpellations et gardes à vue, et il y avait eu moins de blessés que le 1er décembre. Voilà, ça c'est effectivement, alors c'est intéressant, 70 blessés le 8 décembre à Paris contre 110 blessés le 1er décembre. Comme après l'un des samedis les plus violents du mouvement des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur affiche la plus grande sévérité envers les casseurs. Les Gilets jaunes, eux, pourront manifester, mais doivent s'attendre à être particulièrement encadrés par la police dans des manifestations qui sont, rappelons-le, interdites dans certains endroits. Voilà. D'abord, donc, les Champs-Élysées, voilà. Donc, place du Capitole à Toulouse. Bon, demain, donc les Gilets jaunes, en gros, il y avait 10 000 donc la semaine dernière. Disons qu'il va y avoir, je vais calculer ça au pifomètre, cher Christophe, il y aura 4 000, 5 000 demain à Paris. Sur les 4 000, 5 000, il y aura 700, il y aura 1000 qui vont aller aux Champs-Élysées. Oui, qui vont tenter, qui vont braver. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va arrêter les 1000? Est-ce qu'on va les taper pour qu'ils repartent? Alors, il paraît, il y a la nouvelle méthode de coloration, là, oui, exact, qui va être mise en place. Donc, on pourrait les arroser d'eau et faire que les éléments des bacs les arrêtent un par un. Mais un millier, il faut préparer de l'espace pour les caser, ne serait-ce que pour 24 heures. En réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans une période non pas qui est révolutionnaire, mais dans une période qu'on peut appeler, pas incivilité non plus, mais d'espèce de désobéissance. Désobéissance. Excusez-moi, désobéissance civile à grande échelle. Oui, il y a toujours des mots qui échappent en ce moment. Donc, à grande échelle. Et quand vous avez 1000 personnes, est-ce que vous allez pouvoir arrêter 1000 personnes ou est-ce que vous arrêtez à la limite 500 personnes et que sur les 500 personnes, si le Conseil constitutionnel laisse passer la loi préventive d'arrestation, est-ce qu'en définitive, la tactique pour les prochains mois jusqu'aux européennes, c'est de cibler sur Paris 7000 personnes, 8000 personnes pour que ces personnes soient interdites de manifestation, puisque après tout, ce sont les mêmes qui reviennent en gros. Oui, un peu comme le principe des stades de foot. Voilà. Les personnes sont interdites de stade, des ultras, etc. Sur 3-4 samedis. On les a repérés depuis longtemps, Tarek. On sait qui c'est. C'est Black Bloc, on les connaît. Oui, mais maintenant, ils les connaissent, avec la coloration, avec la date, avec le truc, qui permet au juge administratif, si j'ai bien compris, de les interdire toutes les semaines de Paris, intramuros, de vendredi en gros 20h à dimanche 20h. Ça vous a choqué, vous, les images du Champs-Élysées, Tarek? Oui. Ouais. Oui, non mais on ne peut pas, Christophe, je n'aime pas beaucoup de journalistes dans ce pays qui en feront trop. Je vais pas les citer, mais j'allais dire, et ça c'était un autre avis tranché qui va me prendre 2 minutes si vous permettez, si on a le temps, cher Christophe, parce que mon avis tranché officiel est relatif à l'attentat terroriste islamophobe de Nouvelle-Zélande, mais j'avais un autre avis tranché qui dit, en fait, manifestation en Algérie, manifestation en France. En France, nous avons l'habitude d'être égocentriques et de considérer que la France est le centre du monde. Nous voyons tout ce qui se passe ici, en France, en Europe et le monde à travers nos petites lunettes de citoyens français, parce que nous sommes des citoyens français comme les autres, voire de simples Parisiens. Nous avons tout sous la main, nous croyons tout savoir, nous croyons tout faire bien comme il faut, et nous passons nos vies à critiquer tout ce qui se passe ailleurs. Et puis, il y a un pays qui s'appelle l'Algérie. Un pays réputé
et je mets entre guillemets, pour la violence de son peuple, entre eux et contre les autres. Et tout d'un coup, cette violence de ce peuple connu et reconnu, pour avoir vécu la fameuse décennie noire où des Algériens ont tué beaucoup d'Algériens, quels que soient les tueurs, ce sont les victimes qu'on connaît, que ces tueurs soient les forces officielles de l'État algérien ou une partie du peuple algérien, mais nous avions gardé tous cette image du pays violent. Et cette Algérie nouvelle de 2019 donne une leçon de courtoisie, de citoyenneté et de civilité. À qui l'Algérie d'aujourd'hui donne-t-elle cette leçon, cher Christophe? Elle la donne d'abord, avant tout et en définitive au peuple algérien. Et c'est là où le peuple algérien en sort avec une fierté légitime et une grandeur et une existence ailleurs. Et par ricochet, nous, citoyens français, qui suivons la double actualité en parallèle, les manifestations des Gilets jaunes en France, avec, je le rappelle toujours, des demandes légitimes au départ, et les manifestations du peuple algérien, toutes catégories réunies, avec là aussi une demande légitime au départ et qu'il le reste, parce qu'il s'agit de respecter la Constitution et de ne pas accorder au président actuel un 5e mandat. Et l'image qui reste, et avec ça je termine ce premier avis tranché, cher Christophe, qui peut être considéré comme le peuple exemplaire, donneur de leçons de civilité et de courtoisie à d'autres peuples. Dans tous les cas, ça ne peut pas être le peuple français et sa partie Gilets jaunes de 2019. Ça ne peut être que le peuple algérien qui, j'espère, mènera jusqu'au bout cette grande bataille de civilisation qu'il est en train de mener. Et j'espère encore plus que cette belle bataille touchera les pays voisins, la Tunisie et le Maroc, bien que la Tunisie soit elle-même dans une situation de transformation, le Maroc aussi, depuis donc 2011, mais que cette fête algérienne se propage dans les 3 pays du Maghreb, car à l'image du drapeau palestinien aujourd'hui à Alger, l'envie, la demande et la revendication de l'unité d'un Maghreb populaire uni au-delà des batailles politiques, mais de la liberté de circulation des peuples, des gens et des marchandises s'impose. Vive ce peuple algérien et que le peuple français, pour une fois dans sa vie, soit modeste et copie la révolution algérienne pacifique, la révolution dans la rue, par les manifestations où les vieux sont soutenus par les jeunes, où les jeunes sont au service des plus âgés, et surtout, et j'en termine là, on nous annonce beaucoup de mariages l'été prochain, tellement les gens, les jeunes filles, les jeunes garçons se rencontrent dans ces manifestations des vendredis. Il y aura de la fête, donc, cet été en Algérie. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Très bien, belle transition justement. On y va en Algérie pour parler de ces manifestations. Alors, pour vous donner un petit peu l'image aujourd'hui, il fait froid, il pleut à Alger. Et ça n'a pas empêché évidemment des centaines de milliers d'Algériens de sortir dans les rues. À Alger, on annonce des centaines de milliers donc qui sont présents. La semaine dernière, ils étaient sortis pour dire non au 5e mandat. Là, ils sont sortis pour dire non au prolongement du 4e mandat, en faisant référence évidemment à la dernière lettre envoyée, alors par Bouteflika ou par la présidence algérienne. En tout cas, cette lettre a été envoyée lundi. C'est une réponse qui a été faite aux manifestations. Eh bien, les Algériens continuent donc de se mobiliser. Vous pourrez nous donner votre avis dans un instant. 01 40 33 9000. À suivre aussi le zapping. Est-ce que vous avez regardé l'émission Balance ton poste hier soir, Tarek? Sur C8. Non, je regarde. Ah oui, séance de rattrapage. Non, parce qu'il y a eu du spectacle. Attention. Le thème était les casseurs ont-ils tué le mouvement des Gilets jaunes? Il y avait des invités. Et beaucoup d'invités, beaucoup d'intervenants, et ça a clashé dur dans cette émission, vous le verrez tout à l'heure. Info zappé évidemment, et puis nous parlerons aussi de cette crise qui semble un petit peu prendre de l'importance entre la présidence française et le Sénat. Tarek, ça se fâche un petit peu à cause de qui? L'affaire Benalla. À tout de suite.
Le LGF, le Grand Forum, votre rendez-vous quotidien de 16h à 18h avec aujourd'hui Tarek Mami qui est avec nous, avec vous. Au 01 40 33 9000, la question du jour, après les incidents de l'acte 18 des Gilets jaunes la semaine dernière et à la veille de cet acte 19 qui prend toutes ses proportions gardées, en tout cas une importance particulière étant donné le déploiement donc des militaires, enfin des soldats de l'opération Sentinelle demain, tout un symbole. Quand même. Est-ce que Christophe Castaner, le chef de la police, donc le premier flic de France, est-il encore l'homme de la situation selon vous? Vous continuez de voter sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2. Mais en ce vendredi, pour la 5e fois d'ailleurs, c'est les Algériens qui sont dans les rues en ce 22 mars. Et malgré la pluie et le froid, ils sont nombreux à y être. Donc, mobilisation contre le prolongement du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, qui sont donc très nombreuses aujourd'hui un petit peu partout dans le pays. On annonce d'ailleurs plusieurs centaines de milliers dans les rues d'Alger cet après-midi. Tarek, aujourd'hui, on voit que les Algériens, le peuple algérien, a décidé de ne plus rien lâcher et surtout il demande le départ de tout le clan finalement. Au départ c'était le retrait donc du 5e mandat de Bouteflika et puis au fur et à mesure des jours, des semaines, maintenant c'est tout le pouvoir en place que le peuple ne veut plus. Ils veulent un départ tout de suite, immédiat, et ils ne veulent pas donc de ce fameux prolongement de ce 4e mandat. Bouteflika, s'adressant à la nation lundi soir, a dit qu'il resterait président après l'expiration de son mandat qui se termine le 28 avril. Détermination, en tout cas, on le voit. Et le peuple algérien qui marche, bien entendu, pour cette demande bien particulière. Et même si les autorités continuent, elles, de camper sur leur position, bien des signes de fracture commencent quand même à apparaître ce vendredi. On verra en tout cas pour ce qui est de cette journée test. La demande la plus répétée, c'est le départ, comme je disais, de tout le système politique. Les critiques contre Ramtan Lamara notamment et Bedouine, les nouveaux hommes forts du gouvernement sont virulentes, mais la position de l'État n'a pas bougé d'un pouce. Bouteflika donc restera à la tête du pays jusqu'à la fin de la transition. Pourtant, et aujourd'hui, y compris dans les rangs du FLN et du RND, les deux partis de l'alliance présidentielle des deux partis au pouvoir, eh bien, il y a de fortes divisions et la rue reste un fort moyen de pression face à ces divisions. Dans la capitale, le rassemblement donc a débuté en fin de matinée où il y avait déjà beaucoup de monde et ont été rejoints par des milliers de personnes après la prière du vendredi. Bien, on le rappelle, donc malgré la météo peu favorable aujourd'hui, ce sera donc le premier vendredi de pluie depuis 5 semaines, Tarek. Les transports publics d'Alger, le tramway, le métro, le train sont à l'arrêt, comme la semaine dernière. Le mot d'ordre de la manifestation donc a été lancé contre le prolongement du 4e mandat, comme je disais, contre la récupération politique aussi du mouvement, mais aussi à la mémoire des victimes du terrorisme. Le 22 mars est pour les associations une journée contre l'oubli, une journée qu'elles n'ont jamais pu rendre aussi officielle et pour laquelle il n'y avait jamais eu un événement public de cette ampleur. Eh bien, ces choses réparées aujourd'hui, Tarek. Voilà, au vu de ce que l'on peut dire à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas évidemment des chiffres à vous donner, à vous communiquer. Alors, il y a eu des petites images comme ça de ci, de là aujourd'hui, notamment la presse internationale qui a été pour cette journée, en tout cas, à qui on a accrédité beaucoup de journalistes de la presse internationale, et notamment cette image, vous l'avez vu comme moi, Tarek, de l'équipe de TF1 qui a été chassée des manifestations ce matin à Alger. Alors votre point de vue nous intéresse bien sûr au 01 40 33 9000. Après votre avis tranché, on a bien compris ce que vous vouliez nous dire. Au vu de ce qui s'y passe aujourd'hui, est-ce que franchement ça peut durer encore longtemps, ce cinéma, ce cirque, Tarek, de vouloir prolonger ce fameux 4e mandat? Alors 2 choses, Christophe. D'ailleurs, vous avez dit une phrase que je n'ai pas saisie. Vous parlez de fracture. La fracture, elle est entre qui et qui? Parce qu'en réalité, il doit aujourd'hui avoir 2 fractures en Algérie pour ces événements. À mon sens, hein. Alors je sais pas laquelle vous visiez. Parce qu'il y a effectivement une fracture au sein du clan.
Voilà, alors vous avez une double fracture, vous avez cette fracture au sein du clan, mais vous avez, c'est pas encore perceptible, mais une fracture au sein non pas des manifestants, mais de ceux qui sont derrière les manifestants ou à côté de manifestants. Quelques cénacles commencent à se organiser pour proposer que ce soit eux qui reprendront la suite derrière. Et ça commence à être dénoncé à droite et à gauche. Vous y ajoutez les excuses en berbère de Mhenni, apparemment dans une vidéo dans laquelle Excuse par rapport à quoi, il faut rappeler. Alors allez-y Christophe. Il avait appelé à brûler le drapeau algérien. Oui, donc voilà. Donc il fait une espèce de repentance. Cette repentance, s'il retire ses mots pour brûler le drapeau algérien, c'est-à-dire qu'il revient sous le couvert du drapeau algérien et non pas sous le drapeau de son mouvement, le MAC. Donc ça, c'est une bonne chose. La deuxième chose, en fait, l'Algérie d'aujourd'hui, contrairement à la France, cher Christophe, chères auditrices, chers auditeurs, vit vraiment dans ce qu'on peut appeler une période révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, parce qu'en fait, on ne sait plus aujourd'hui sur quel pied danser. Si on veut la jouer républicain et respecter la Constitution, le mandat de monsieur Bouteflika se termine le 28 avril et non pas le 18 avril qui est une date d'élection. Oui, annulée. Absolument. Donc le 28 avril. La règle veut que quand le président termine son mandat, en tout cas il y a un empêchement, c'est le président de Sénat qui prend la suite, mais avec une seule mission, Christophe, c'est convoquer une nouvelle élection dans les 60 jours. Donc le drame ou le dilemme ou la réflexion, c'est monsieur Bouteflika s'en va le 28, le président des Sénats, lui, ne peut pas venir jouer au président intérimaire, ni convoquer un débat national, ni changer de constitution, ni quoi que ce soit. Donc on se retrouverait dans une situation que ce monsieur vient à appeler une nouvelle élection présidentielle parce que la législative tient encore la route, et demain une trentaine de personnes vont se présenter, et cher Christophe, ils ne peuvent se présenter que dans le cadre de la constitution actuelle. Et par exemple, ceux qui n'ont pas, ceux qui ont une double nationalité ou une ancienne double nationalité ne peuvent pas se présenter. Donc voilà le dilemme. Ou on accepte cette idée de conférence nationale et de modification, et auquel cas ce n'est pas constitutionnel, mais ça serait légitime que M. Bouteflika reste au pouvoir pendant ces 6 mois, pendant ces 9 mois. Donc, ceux qui viennent dire à M. Bouteflika, vous dégagez aujourd'hui parce que vous n'avez plus aucune légitimité, il faut qu'ils soient conséquents avec eux-mêmes. Cela veut dire qu'ils virent M. Bouteflika et une partie de son clan pour installer un autre clan dans les mêmes conditions et dans le même système politique. Est-ce que c'est ça ce qu'ils veulent? Ils ne se posent pas la question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'euphorie de dégage, et l'euphorie de dégage ne donne pas, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, une vision du monde, ni une vision de l'Algérie de demain. Donc, il faut aujourd'hui que les manifestations soient imposées, qu'au sein de ces manifestations, les manifestants entre eux disent, on a compris, le 28 avril, le mandat se termine. Est-ce qu'on préfère un 6 mois de Bouteflika supplémentaire qui de toutes les façons ce sont les affaires courantes, ou est-ce qu'on demande à Bouteflika de partir et on applique la Constitution? Mais on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas faire partir Bouteflika à la fin de son mandat et ne pas convoquer des élections, parce que là effectivement on sort de tout cadre. Mais comme on est dans une phase pré-révolutionnaire, bien sûr toutes les solutions sont possibles, y compris le départ de Bouteflika, et non et pas de tenue d'élection, parce que quand on est dans une période où on doit réécrire l'histoire, il n'y a plus de règles du jeu. Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, et les auditrices auditeurs peuvent intervenir pour donner leur point de vue au 01 40 33 9000. Alors on va peut-être vite éliminer un paramètre qu'on m'a rapporté, et peut-être que vous allez justement le contredire ou l'affirmer, je ne sais pas. Le président du Sénat, ça serait très compliqué parce qu'il est marocain. Il n'est pas marocain. Qu'on arrête c'est... Non mais moi je vous dis, voilà, comme ça je rapporte. Vous me dites, et les gens disent, s'il est marocain, qu'est-ce qu'il fout à la tête d'une institution algérienne? Pourquoi on ne s'est pas posé la question de dire ce monsieur il est marocain, il peut pas être président des Sénats?
C'est quoi ces histoires? Donc, Bon. éliminé. Non, moi je l'élimine. Oui, Il est bien président, sûr. il est président du Sénat ou il est pas, il est président ou pas. Il a, j'allais dire, je veux faire du Zemmour à l'envers. Il a un passeport algérien ou il a pas de passeport algérien. Laissons tomber ces histoires de rentrer dans des polémiques. Je sais que l'euphorie permet tout, mais l'euphorie ne doit pas nous faire perdre raison. Donc 60 jours, effectivement, c'est le nombre de jours pour Bah, c'est organiser la et convoquer. Oui, c'est la Constitution. Bah, ouais. Mais vous savez ce qu'on fait de la Constitution. Bouteflika l'a changé 3 fois, donc Non, mais- toujours en sa faveur. Et pour changer, il faut qu'une autorité, quelqu'un que l'autorité, Oui. soit un coup d'État. Non, mais on est d'accord. Soit bien sûr. le président en présence, soit cette assemblée constituante, mais qui la désigne, qui l'appelle, qui la convoque. Donc, où on considère qu'on est hors constitution, hors tout, et quelques-uns vont prendre de fait le pouvoir. Oui, en tout cas, là, ce que demandent aujourd'hui les manifestants, c'est le départ de tout le camp. Oui, De mais tout ils le peuvent système demander, politique ils peuvent tout de demander, suite, mais immédiat. qu'est-ce qu'on fait le 29? Oui. Après, voilà. Ah voilà, Qu'est-ce qu'on fait le 29? Soit on j'allais- applique la Constitution, Bah, comme vous dites. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut répondre à la question le jour où elle arrive, donc le 29 on réfléchira, mais il faut quand même avoir un minimum de réalisme. Il faut que les fonctionnaires continuent à être payés, Christophe. Il faut Là- que le pays continue à tourner. Il faut que les avions d'Air Algérie continuent à atterrir. S'il n'y a plus personne qui donne les ordres, Alors, c'est le chaos. oui. Comment on peut, alors peut-être qu'on peut voir les choses autrement, Tarek. Est-ce que on peut s'imaginer quand même que tous ces centaines de milliers de gens qui sont dans les rues depuis 5 vendredis maintenant, et de manière quotidienne selon les corps de métier qui s'expriment, est-ce qu'il y a peut-être des gens derrière justement qui sont en train d'organiser, qui ont mené Bien tout sûr, ça, forcément. et peut-être que ces mêmes gens sont aussi en train de préparer Bien cette sûr. fameuse période de transition. C'est ce que je vous dis tout à l'heure quand je vous parle de quelle fracture vous parlez, parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de révolution spontanée pendant 5 semaines. Voilà, ça n'existe pas. La révolution spontanée, elle peut être la première semaine. Elle peut être au bout de 15 jours. Mais après, il y a forcément des gens qui, sans utiliser le mauvais mot, tirer les ficelles, s'organisent pour prendre le pouvoir parce qu'aucune oligarchie ne disparaisse sans qu'une autre ne prenne la place quasi immédiatement. On accueille l'Arbi qui est avec nous, 01 40 33 9 pile. Bonjour l'Arbi. Bonjour. Je Bonjour. vous Je voudrais entends pas, répondre à ce monsieur qui J'ai intervient pas le sur retour votre de l'auditeur. antenne. Je ne sais même pas qui c'est, j'ai pas retenu son nom. Donc ce monsieur, il essaie de noyer le poisson. Je ne sais pas dans quel objectif qu'il fait ce scénario, cette catastrophe. Et nous présente monsieur Bouteflika pour 6 mois. Présente Ouais. rien du tout, Alors, monsieur. alors, C'est au vu de la situation politique qu'on essaye de regarder. Alors, je vous pose la question clairement, puisque vous voulez pas noyer le poisson. Monsieur Bouteflika, et je suis d'accord avec vous, son mandat se termine le 28. Donc, dans quelle situation politique et juridique et constitutionnelle on se retrouve le 29, s'il vous plaît? on est dans les 6 mois. Non, Donc, excusez-moi, je retire. On a préparé la Constitution. Non, mais- on va encore peut-être pour 6 Attendez, mois, un non, an. mais Il y a vous, certains monsieur Larbi, qui sont des spécialistes. Excusez, monsieur Parce que Larbi. on connaît écoute, monsieur. Non, non, j'ai rien, vous on connaît- avez on pas connaît entendu ce ma jeu. question. On connaît ce clan, on connaît ce jeu. Laissez-moi terminer. Non, mais s'il je vous ai plaît. posé une question. Alors, ils Non, mais- peuvent y aller jusqu'à 2024 facilement à nous tourner en rond. Ils peuvent faire un 5e Mais, mandat. monsieur Larbi, Le temps- vous le avez temps- envie le de temps parler. juste qu'ils liquident encore les 80 milliards. Monsieur Et de Larbi. cacher- de cacher- Monsieur Larbi. Ils ont- L'Arbi, est-ce que vous... Oui, excusez-moi. L'Arbi. Vous avez envie de développer une idée que je vais vous laisser développer quand vous voulez, mais je commençais par vous poser une question, parce que moi, je ne demande ni 6 mois, ni un jour pour monsieur Bouteflika. Je vous dis, le mandat de monsieur Bouteflika se termine le 28. Dans quelle situation juridique, politique et constitutionnelle on se retrouve le 29? Et après, vous développez ce que vous voulez. Donc moi, je donne rien. Je donne pas un seul jour à monsieur Bouteflika. Donc Non, je ne mais- vois pas le poisson. S'il vous L'Arbi, plaît. soit effectivement on s'écoute et on dialogue, soit c'est un monologue et il y a pas de ça dans cette émission, mon cher Larbi, vous le savez. Des trucs comme ça, on a entendu depuis ça, même avant Bouteflika, ce scénario, ce discours-là, on est vacciné. Le peuple est vacciné. Alors n'essayez pas de nous le faire encore une fois. Ça ne marchera plus. Merci Larbi. Qu'est-ce qui se passe le 29, monsieur Larbi? Laissez-le. Moi, je voudrais Alors, vraiment comprendre. Qu'est-ce qui se passe le non, je suis 29? pas dans le secret du Dieu. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des gens compétents. Il y a des gens, en 62, c'était le désert, il y avait rien. Les Français sont partis, ils disent que l'Algérie va pas fonctionner. Ça a donné le coup d'État, ça a donné le coup Il y a des d'État. gens qui vont la faire fonctionner, ne Oui, vous inquiétez pas. oui, Je suis pas alors, dans le et ça secret a du donné, Dieu pour et ça, vous et, dire tel ou tel non, ou mais tel ou monsieur tel. Larbi. Mais ne vous inquiétez pas. Ah, mais je m'inquiète pas, je vous laisse m'expliquer. Mais en 62, il y a un coup d'État
de M. Boumedienne et de M. Benalla et de M. Benalla. Ils sont partis, donc ils disent qu'il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus d'État, il n'y a plus personne. Il n'y a pas eu de coup d'État en 62? Il n'y a pas eu de coup d'État en 62? Avec le peu de moyens qu'ils ont eu les Algériens, ils ont tenu la route. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État en 62? Larbi, on vous pose la question. Oui. Est-ce qu'il y a eu un coup d'État en 62 contre le gouvernement des GPRA légitime? Voilà, alors là, si on rentre dans cette histoire-là, voilà. Là, on est, c'est cette histoire-là qu'on est en train de payer les pots cassés jusqu'à nos jours. Vous avez raison. Alors, j'espère jusqu'au 29. Vous avez raison, mais c'est pour ça. Jusqu'au 29, cette histoire de 62 du GPRA ouais. et l'armée du frontière, ouais. J'espère qu'elle va prendre fin à partir du 28 avril. Je suis d'accord avec vous. J'espère bien que c'est le terminus. Et je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous voyez la situation politique, constitutionnelle et juridique le 29? Bouteflika et son clan sont partis. Le lendemain matin, comment gérer l'Algérie? Il y aura pas notre clan. Il y a pas d'autres clans qui sont en train de préparer, de magouiller pour l'Algérie. Ne vous cassez pas la tête. Les jeunes sont très conscients. Merci Larbi, merci beaucoup en tout cas. Voilà, non mais il est optimiste, laissez-le un petit peu optimiste. Non, mais moi je suis optimiste, mais quand on dit dialogue, c'est pas monologue. Ouais. Voilà. Alors, Sofiane Lakhdari est avec nous. Salut mon Sofiane. Salut Christophe, salut Tarek, ravi de réécouter Tarek. Ah oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté. C'est vrai, vous avez raison. Et il provoque les Algériens en disant que Bouteflika doit rester 6 mois. En vérité, il y a des millions d'Algériens qui sont sortis. J'ai pas dit qu'il doit. Non mais Sofiane, ouais, je vous repose à vous la question. Le 28 au soir, monsieur la Constitution, cher Tarek. La Constitution, c'est on convoque. Son article constitutionnel. Oui, que dit l'article? Il dit on convoque une nouvelle élection présidentielle dans les 6 mois. Non, mais premièrement, on parle de Bouteflika ou de son clan ou de... Non, on parle de Bouteflika, il a terminé. On a violé la Constitution en annulant ces élections du 18 avril. D'accord, c'est fait. En se basant sur aucun article. S'il ne veut pas se présenter, il aurait dû laisser les élections le 18 avril. Bon. Deuxième chose, vous parlez de 6 mois ou de 1 an. Premièrement, la lettre qui a été envoyée n'a jamais précisé. C'était à durée indéterminée. Oui. C'est-à-dire, je vais faire une consultation à durée indéterminée. S'il avait été sage en précisant 3 mois ou 6 mois, malgré que c'est en dehors de la Constitution, oui. Ça aurait eu une petite écoute peut-être dans la population. Sauf que là, c'était le flou total. Et même Brahimi, quand il a parlé dans une chaîne de télévision algérienne, Chourou, il a parlé presque, ça peut arriver jusqu'à 2 ans. Alors les 6 mois, ça n'existe pas. C'est que du baratin, personne ne l'a précisé ces 6 mois. Deuxième chose, donc qu'est-ce qui se passe le 29? L'avenir de l'Algérie, elle doit se faire sans ce clan. Oui. Une rupture de confiance totale. Oui. Et les millions d'Algériens qui sont sortis dans les rues, c'est pour dire à ce clan de dégager. Et c'est pas à eux de faire la transition. Sofiane, monsieur Lakhdari, vous avez l'habitude de dialoguer ici avec moi, avec les auditeurs. Une ligne pourrie. Est-ce que tu peux nous rappeler, Sofiane, sur l'autre ligne, parce que celle-là, il doit nous signaler. Il nous appelle d'Alger ou il nous appelle Non, il nous appelle de Paris. Rappelle-moi, Sofiane, parce que j'ai une ligne qui est pourrie, dont j'ai signalé au service technique, mais vous savez le temps que ça prend. Oui, voilà. Donc, rappelle-moi, Sofiane, parce que là, il y a un petit souci sur la ligne. L'autre est bien meilleur. Sofiane, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler, pour prendre part à la discussion avec Tarek Mami. On échange, mais c'est des questions. Non, mais moi, ma question que je pose à tout le monde, qu'est-ce qui se passe le 29 en revenant à cet article de la Constitution qui fait désigner le président du Sénat, le président du Sénat, sa mission, si j'ai bien compris, la Constitution algérienne, c'est de convoquer une nouvelle assemblée générale, une nouvelle élection présidentielle dans les 60 jours. Donc il y aura des candidats. Est-ce qu'on va y aller? Et si on y va, est-ce qu'on y va dans le cadre de la Constitution actuelle, donc avec les normes actuelles, ou est-ce que on va y aller dans un autre cadre et qui est défini? Donc ce sont des questions, j'allais dire, juridico-techniques. C'est pas de la spéculation. Moi je demande pas à M. Bouteflika de rester ni 6 mois, ni 1 jour, ni 2024, parce qu'il faut pas rêver. Je veux dire, dès le départ, tout le monde avait compris que personne ne restera au-delà du temps nécessaire. Donc la question, si on suit la constitution actuelle et que le 28 au soir, M. Bouteflika s'en va, avec son clan, on verra qui va faire partir son clan. Le 29, qui dirige l'État algérien?
c'est le président du Sénat, si j'ai bien compris, monsieur Sofiane Lakhdari. Il est là, j'ai récupéré Sofiane. Voilà, donc c'est Sofiane. Le 28, monsieur Bouteflika s'en va. Pour son clan, c'est une autre chose, ce sera certainement réglé par la population. Mais le 29 au matin... par la justice, par l'état de droit qui va être instauré. Non, mais le 29 au matin... Dans le lynchage, on est ni on va faire comme les Libyens, ni comme les Syriens, ni rien du tout. Donc le 29 au matin, Sofiane, s'il vous plaît. Des gens qui vont être jugés pour tous les détournements qui ont été causés. Le 29, et pour la haute trahison qu'ils ont commise, au matin. À en savoir d'élire quelqu'un, de tenter d'élire quelqu'un qui est inexistant. C'est la haute trahison, moi, personnellement. Le 29 avril au matin. Oui. Dans quelle situation juridique, constitutionnelle ou politique on se trouve? On est en dehors, mes chers Tarek, on est en dehors de la Constitution. Oui, alors comment vous voyez la chose? Excuse-moi Tarek, là, je développe. Oui, alors comment vous voyez le 29? Les élections sans se baser sur aucun article de la Constitution, c'est un viol de la Constitution. Il est illégitime, à l'heure où on parle, il est illégitime. Okay. Il y a un corps magistral qui commence à parler, comme quoi que les lettres qui ont été envoyées ces derniers temps, c'est du faux et usage de faux. Oui. On est vraiment dans l'anticonstitutionnalité la plus absolue. Alors c'est des gens qui doivent dégager, premièrement, avec le calme et dans la justice qui va s'en occuper après. Premièrement, le but de l'Algérie aujourd'hui, c'est de créer une deuxième république, un état de droit. Et cette deuxième république doit être régie par le corps magistral, par la magistrature, par des avocats, par des constitutionnalistes. Et c'est pas à Bouteflika ou à son clan ou à son envoyé en son sbire de Brahimi de faire cette transition. C'est de ça ce que demande le peuple algérien. Après maintenant, on est resté 6 ans à avoir un président inexistant qui communique avec sa population par des SMS ou par des lettres. Alors maintenant, attendre 6 mois ou 1 an, les Algériens ne sont pas pressés. Ils sont conscients de la gravité de la situation. Ils font confiance à l'armée en tant qu'institution et ils font confiance au corps magistral et à une classe maintenant même l'opposition algérienne, elle est vomise par la population. Même les partis maintenant comme le FLN, le RND seront des partis qui seront collés au 5e mandat et à la haute trahison du peuple algérien. Maintenant c'est clair. Maintenant moi je vois il y a une compréhension de la gravité de la situation et les Algériens ne sont pas pressés. Ils ont juste une demande, que cette transition ne soit pas faite par le clan qui actuellement... Qui l'a fait cette transition? Comment? Qui va la faire cette transition le 29? On trouvera la solution, vous inquiétez pas. Ah, on trouvera, d'accord. Ces hommes et ces femmes, aujourd'hui des millions d'Algériens nettoient leurs rues. Des millions d'Algériens s'occupent, même il y a je peux pas comment vous décrire, il y a une fête nationale. Et cette fête doit se faire dans le calme et dans la sérénité. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui. La transition se fera avec des gens qui seront compétents, qui seront désignés par la population ou bien par un consensus national. Non pas par le président qui est inexistant. On a oublié le président. Ni par le clan qui est là au place. On oublie le clan, on oublie le président qui s'en va le 28. Dans toutes les situations révolutionnaires, et vous qui connaissez l'histoire comme moi, je vais vous renvoyer à ce qui s'est passé. On a eu déjà Rabah Bitat qui a mené la transition, on a eu Ali Kafi après l'assassinat de Boudiaf, on n'est pas à la première fois où il y a le choror, le présidentiel, il y a une existence d'un président. Et qui les a nommés à chaque fois? Le Conseil de la Nation. Et qui les a nommés à chaque fois, cher Sofiane? C'est Bouteflika. Et même le Sénat, on peut trouver une solution, Tarek. Laquelle? Le Sénat, on peut faire des élections au sein du Sénat pour ramener le nouveau président qui sera censé préparer dans 45 jours, non pas 60 jours, les élections prochaines en Algérie selon la Constitution. Mais ce qu'on est en train de dire, le peuple algérien, même il doit attendre 6 mois afin de créer une nouvelle constitution par la constituante qui sera regroupée prochainement. Là, l'essentiel, il doit partir. Il doit écrire une lettre qui partira le 28 avril. Parce que la mission de la Mamra dans les pays là où il a visité, c'était de faire passer un message comme quoi le président, il est prêt à donner les clés du pouvoir, pas avec un président élu. Donc il a annulé les élections. Mais il va y avoir une nouvelle élection probablement, parce que... Mais pas avec ce clan. Mais pas avec une nouvelle équipe complètement dirigeante. Peut-être, pourquoi pas, le haut comité d'État qui va être constitué par le chef des armées. Qu'est-ce que vous voulez? La population, elle ne veut pas, dirigeante actuelle. Non mais monsieur Lakhdari, je ne comprends pas, parce que quand on échange, vous avez l'impression que je vous dis, moi, ici et maintenant, c'est ce clan-là qui reste. Moi, je vous dis que le 28 avril, le président Bouteflika, dont le mandat se termine, doit remettre le pouvoir au président du Sénat. Pour 45 jours pour des élections. Oui, donc jusque-là, on est d'accord. Ça, c'est la constitution actuelle. Dans la constitution actuelle, le président du Sénat doit appeler à une nouvelle élection présidentielle dans les 45 jours ou dans les 60 jours.
À cette élection va se présenter des candidats. Ces candidats vont se présenter dans le cadre de la Constitution d'aujourd'hui avant qu'on puisse écrire la deuxième, si j'ai bien compris. Et cette Constitution d'aujourd'hui, par exemple, elle empêche les candidats qui ne sont pas de nationalité algérienne uniquement de se présenter. Donc on reste à cet égard-là hypothétique de réflexion dans l'état actuel. Demain, donc une fois que les candidats sont déposés, les candidatures, c'est le Conseil constitutionnel composé de membres d'aujourd'hui qui appartiennent au clan de Bouteflika qui doit faire... Non mais je pose des questions, hein, je ne donne pas des réponses. Qui doit donc trier ou valider les élections pour un nouveau donc président. Et ce président, quand il vient, qui va garantir au peuple qu'il va lui s'engager à faire une deuxième constitution, un deuxième... Et toute la problématique, c'est la phase révolutionnaire. Il n'y a pas de problématique, moi je vois aucune problématique, cher Tarek, voilà, aucune problématique. La seule problématique, c'est que ce président doit écrire une lettre comme il a dégagé. Non mais ne me ramenez pas à Bouteflika. Ah bon, ça fait 4 fois que je vous le dis. Il a dégagé le 28. Moi, non, il n'a pas encore fait. Non, pourquoi il y a des manifestations? Parce Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec ce sujet. Donc l'Algérie, au moment même, Tarek, où les centaines de milliers d'Algériens, voire même de millions, sont dans les rues d'Algérie aujourd'hui, eh ben la demande elle est simple, Tarek. Hein. Ouais. C'est non au prolongement du 4e mandat et c'est oui au départ tout de suite de ce clan. On parle de constitution sérieux, Tarek, depuis tout à l'heure. Sérieusement. Mais y a-t-il encore une constitution dans ce pays? C'est la question qu'on peut éventuellement se poser, sachant que le président actuel... Sur le papier, oui. Oui, non mais d'accord. Dans la réalité, c'est difficile de parler de constitution depuis 2014. D'ailleurs, Monsieur Bouteflika n'aurait jamais dû toucher déjà la constitution à la prolongation. Il y avait 2 mandats et il aurait fallu qu'il fasse comme Senghor au Sénégal et comme Mandela qui lui avait droit à un deuxième mandat qu'il n'a pas fait. Et il aurait dû partir en 2014 et l'Algérie peut-être ne serait pas dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, une situation qui la fera heureuse par ces manifestations et malheureuse parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Alors avant d'accueillir notre ami de Marseille, je profite pour saluer notre ami Youssef Hachmeid qui est avec nous et qui, lui, comme tout bon Algérien qui se respecte, suit évidemment ce qui se passe avec beaucoup d'attention. On te retrouvera d'ailleurs ce soir, hein, Youssef, à 22h. Bonsoir Christophe, bonsoir. Comment ça va, Youssef? Tous les auditeurs du Grand Forum, LGF, France Maghreb 2, là où ils captent nos programmes. Très bien, très bien. On vit minute par minute ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Sur tous les événements, je rebondis un petit peu sur le problème de constitutionnalité du phénomène du 28. Mon point de vue personnel. Le 29 au matin. Tarek, c'est la question qui vous pose. Qu'est-ce qui se passe en Algérie? Écoutez, Christophe, soyons clairs et nets. Oui. La Constitution a été violée déjà, à la base. Donc on est dans un état inconstitutionnel. De ce fait, il y a une révolte populaire. On dit la légitimité, le pouvoir est au peuple. Donc ça ne dérangera jamais qu'on se fasse une deuxième infraction à la Constitution qui n'est même pas pratiquée ni appliquée. Revenons un petit peu dans l'histoire de l'Algérie. Revenons au 95-96, lorsqu'on a installé le HEC, le Haut Comité d'État, qui a présidé après l'assassinat de Boudiaf et la démission de Chedli. Est-ce que vous pouvez, Sir Youssef, nous rappeler en fait qu'est-ce qui s'est passé d'abord quand on a fait démissionner le président Chedli? Comment la transition a été faite à l'époque? Justement, c'est important parce que c'est déjà une première. On a vu que la dissolution du Parlement. On n'avait pas les 2 chambres, on avait juste le Parlement. D'accord. On a dissous le Parlement et l'armée a fait appel à un haut conseil d'État qui était représenté par Ali Yahya Abdelnour, si je me rappelle bien. Non, d'autres, mais en tout cas, on a déjà institué Rida Malek, Ali Kafi et compagnie. C'est au moment-là où on a ramené le feu Boudiaf qu'on a assassiné. Et on a continué après avec un autre conseil d'État, avec un chef d'État qui a été désigné, c'était Zerwal. Tout ça, c'était hors constitution.
Et on a bien traversé cette étape En fait, si je comprends bien, Youssef, ça veut dire que ce scénario a déjà existé dans le passé. À deux reprises. Donc n'en parlons pas de la Constitution. Oui, parlons d'une visibilité. Oui, parlons d'une visibilité future. Oui. D'une visibilité future, ce qui nous amène à mettre le même scénario en œuvre, c'est que il y a l'institution de l'armée qui garant de la sécurité et la stabilité de l'État. C'est à elle de veiller sur le bon déroulement des institutions. Donc administrativement, on va pas avoir un blocage de paiement des salaires, les avions ne peuvent pas atterrir. Donc la vie peut continuer à fonctionner normalement. Et le consensus national et le peuple qui a des leaders au niveau de la rue peuvent désigner dans l'ensemble une institution, un groupe collégial de 5 ou de 7 personnes qui peuvent prendre en charge la gestion de transition et appeler à une assemblée constituante et assurer la transition avec une seule condition, c'est que ces 7 ou ces 5 personnes ou ces 9 personnes ne soient pas partie prenante dans des élections futures. Voilà. Oui, d'accord. Ok, oui, ça devient tout d'un coup beaucoup plus clair. Non, c'est une division, restera la question. Une division. C'est une division, restera l'autre question. Oui, laquelle? C'est à 2 reprises, quand il y a eu donc le départ de Chadli. Oui. Plus l'assassinat de Boudiaf. Personne ne sait qui nomme qui. Et de fait, on se retrouve avec des hauts conseils, majoritairement l'armée qui a participé, mais qui n'apparaissait pas. Justement, mais cette fois-ci, pour la simple raison, cette fois-ci, ce sera pas l'armée qui va désigner, c'est le peuple qui va désigner, et c'est l'armée qui va soutenir et accompagner. Pardon? Le peuple qu'on va désigner, est-ce qu'on va faire un référendum? Est-ce qu'on va, toute la pratique, elle est là. Et justement, il y a un certain consensus déjà dans la population, il y a un certain consensus. Quand vous voyez les gens dans la rue qui parlent, il y a certains noms qui sortent. Ah oui, genre, il y a des noms. Je vais pas citer les noms. Non, mais il y a certains noms qui sortent. Il y a l'avocat, le bâtonnier. Le bâtonnier qui sort. Il y a d'autres personnes, l'économiste, le docteur économiste qui sort. Il y a certaines personnalités qui sont intègres. Mais il faut bien que quelqu'un. Il le faut. Et ces gens-là, on leur demande, eux ils refusent, ils disent laissons les choses. Et je les comprends parce que pourquoi? À chaque fois qu'on a désigné des gens à l'avance, ils ont été noyautés, ils ont été rachetés, ils ont été pris en charge. Donc les choses, ils vont y aller doucement mais sûrement. Youssef, on a depuis une semaine et demie maintenant que le nouveau Premier ministre a été nommé ainsi que le vice-Premier ministre, un poste qui a été créé. On reste jusqu'à ce jour sans gouvernement. Justement, il n'y a personne qui veut y aller. Personne ne veut y aller. Pourquoi? Parce qu'ils savent que. Mais ils n'ont pas envie de se griller déjà. Non, parce que vous allez directement à la potence. Bah oui, directement. Ça me rappelle le courage aussi après les événements du 5 octobre 88, lorsque le Hamrouch a déposé sa démission. Et c'était qui a pris le relais après? C'était Kazim Rebah, Allah yarhamou. Kazim Rebah, un homme d'État, un homme de stature qui a pris cette responsabilité d'aller au charbon au moment où la rue était en pleine ébullition. Voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César, on revient, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un échec. Cette lettre et cette vision d'aller au-delà du 4e mandat et d'aller installer un conseil de consultation et d'aller faire des réformes, je pense que c'est un échec au départ déjà, parce que la rue, qu'est-ce qu'elle dit? Non non pour tout. Alors qu'au départ, c'était non au 5e mandat. Écoutez, dans les négociations, c'est toujours comme ça. Quand on est têtu, évidemment. On a on arrive au point de non-retour. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà. Nous avons Karim qui est avec nous de Marseille. Karim. Oui. Bonsoir Karim. Merci pour votre patience. Il attend depuis 20 minutes, mesquin. Il est chez lui. Oui, bien sûr. Bonjour Karim, on vous écoute alors. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis pas chez moi, je suis sur une terrasse de café, là, mais bon. Non, vous êtes chez moi à la radio. Elle m'intéresse énormément. Non, mais vous êtes chez vous à la radio. Eh ben, merci. Pour êtes à Marseille, donc, précisons. Pour moi, déjà, à 5 ou 6 reprises, là, j'entends la personne, j'ai oublié le prénom, en fait, qui parle il a fait une lettre, il a fait une deuxième lettre, il a fait une troisième lettre, mais je sais pas si ça porte à rire, si je dois en rire ou en pleurer. Voilà. C'est tout le débat. Il a fait une lettre. Oui. Il a fait une lettre. Déjà, lui, il a rien fait du tout. C'est impossible qu'il ait fait une lettre. Oui.
Parce qu'il était en capacité de faire les fameuses lettres si bien écrites, tout ça, il aurait été aussi en capacité de se représenter. Donc je vois pas comment il peut faire ces lettres si bien écrites et il peut pas postuler à la fonction suprême. Voilà, déjà c'est un premier point. Il a rien fait du tout. Maintenant toute la clique qui est autour et qui gravite, et qui souhaite que ça se maintienne et que ça continue, ils avaient misé sur le cheval, façon de parler. Le cheval, il a eu un pépin parce que le peuple s'est révolté, et là, il peut plus. Donc, leur mise, elle est partie à l'eau. Maintenant, ils essayent de trouver, ils ont créé ce... Déjà, pourquoi ils ont annulé? J'aimerais bien savoir pourquoi ils ont annulé le processus. Il y avait 5 ou 6 ou 7, je sais pas combien de candidats qui ont déposé leur candidature avec l'Istemarat et tout ce qui s'ensuit, puisque lui-même, il aurait déposé 5 ou 6 millions d'Istemarat. Pourquoi il n'a pas continué? Après, le Conseil constitutionnel aurait dû continuer, dire toi tu passes, toi tu es pas bien, toi tu es le mécanicien, puisqu'on parle du mécanicien. Si c'est en règle, c'est en règle, c'est pas en règle, c'est pas en règle. Ouais. Toi, vous, monsieur Bouteflika, votre certificat médical atteste que vous pouvez pas, donc refouler. Et le reste des candidats, ceux qui ont, eh ben il y a le général là, je sais plus quel général. Guédiri. Et il y a Nekaz, il y a compagnie, et ben l'élection, lequel, le cousin ou le vrai? Des dossiers. Je vois pas pourquoi ils ont arrêté le processus. Tout ça, c'est pour créer une espèce de vide institutionnel et après l'exploiter. Et là, ils sont en train de faire durer. Mais je vais vous dire une chose. Moi, par mon expérience, j'ai presque 60 ans. Je vais vous dire, cette fois-ci, les carottes sont cuites. Eux, ils resteront pas. Ça, je sais pas comment que ça va virer d'une façon ou d'une autre, mais eux, c'est sûr, je vais vous dire une chose, qu'ils préparent leurs valises et qu'ils s'en aillent. C'est même plus la peine. Très bien. C'est même plus la peine. Ils ont combiné, recombiné. Ils essayent encore de trouver des entourloupettes, mais je pense que c'est plus possible. Maintenant, le gars qui dit, bon, d'accord, le 28, il se retire et qu'est-ce qui se passe? Oui. Ils nous ont fait arriver à cette situation. Le 28, ils se retirent et c'est ce qu'ils veulent, justement. Et si le 28, c'est-à-dire le 28, il n'y a plus le bon Dieu. Il n'y a plus le bon Dieu, ça y est, mangez-vous entre vous. C'est ça l'histoire. C'est vrai que la réponse, elle est dure à donner. Voilà, merci Karim. Mais pour moi, ils reviennent, c'est simple, ils reviennent aux candidatures à ceux qui ont postulé. Et le peuple votera dans un premier temps sur cela. Et après, s'ils doivent rectifier tout ça, ils rectifient, c'est pas un problème. Et qu'ils ne fassent pas poireauter. Écoutez, ils nous ont fait poireauter. Ça poireaute depuis 62. ça poireaute. Ça y est, ça s'est dissous dans la soupe. Il y a plus de légumes. Ça y est. Alors, peut-être une question hors tout ça. Vous écoutez la radio sur la FM ou sur l'application, cher monsieur Karim? Là, je suis sur mon téléphone. Sur le téléphone. Sur l'application. En tout cas, voilà, vous êtes le premier à répondre à ma question. Qu'est-ce qu'on fait le 29? Vous proposez, par exemple, que le 29, on reprendrait la liste des candidats hors Bouteflika et hors le truc, mais les autres collègues, les autres intervenants, ils refusent. Le Conseil constitutionnel décide que Bouteflika n'est pas apte. Voilà. Maintenant, s'il considère qu'il est apte à ses risques et périls, si vraiment il pense qu'il est apte. Et après, c'est la première fois qu'un auditeur, Christophe, nous amène ce point de vue qui est un peu différent de tout ce qu'on entend depuis 15 jours maintenant. Mais c'est intéressant. Écoutez, moi je vais vous dire franchement, la clique qui est au pouvoir aujourd'hui, et les deux partis principaux qui sont au pouvoir. Moi je vis en France depuis plus de 30 ans. Je vais vous dire une chose. Franchement, je vais dire quelque chose de très grave. Allez-y. Je les assimile au Front National en France. Oui. Pour moi, c'est l'équivalent du Front National en France. Sauf que le Front National n'est pas au pouvoir. Ils sont en train de partir sur une espèce d'algérianité, pureté, machin. Qui est sûr qu'il est algérien depuis? Et puis, c'est quoi être algérien? Déjà, faut définir c'est quoi être algérien. Moi, tant qu'ils n'ont pas créé une machine dans laquelle on rentre, et elle nous définit, toi tu es algérien à 80%, toi tu es algérien à 99%, toi tu es pas du tout. Après, être algérien c'est une chose, et l'amour de l'Algérie c'est autre chose. Merci Karim. Il y a des gens qui se croient plus amoureux que l'Algérie que d'autres, de part parce que eux, ils font partie du sérail, enfin ils font partie du terroir. Alors non, c'est pas ça. C'est pas ça. Merci Karim. Merci beaucoup et profitez bien de votre café. Ça veut pas dire que vous aimez l'Algérie à 200%. Profitez de votre café en terrasse en nous écoutant, cher Karim. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. À bientôt. Bon,
Et Youssef, il t'a attaqué quand même, Tarek, parce que il y a Karim qui a répondu, ainsi qu'à Sofiane Nagdari. Moi, Karim m'a calmé. Écoute, non, mais parce que je m'attendais pas à cette réponse, parce que comme quoi, plus on est nombreux à réfléchir, plus il y a des idées qui sortent, et c'est extraordinaire. Monsieur Lardari était fixé sur une ligne, dégage aujourd'hui, on verra demain. Vous, Youssef, donc vous avez donné une vision. Non, il a donné une autre vision. La Constitution étant violée, donc on peut faire. C'est ce que dit Sofiane aussi, la Constitution est violée. Non, c'est pire que ça, Sofiane, il dégage aujourd'hui, on verra demain, on reste gratis. Youssef, et ce troisième qui dit, lui, Youssef, qu'est-ce que vous en pensez? On peut, le 29, ressortir les candidatures et partir. C'est une vision comme une autre. Oui, c'est une vision comme une autre, mais il y a une chose qui échappe, c'est que les candidatures qui ont été déposées au niveau du Conseil constitutionnel, il y en a à dire et à redire. Parce que le peuple, quand il est sorti, il est sorti suite à quoi? Suite à toute cette mascarade qui a précédé. Non, mais il est sorti surtout justement au dépôt de la Bouteflika. de Bouteflika. Mais sinon, pour le reste, à la limite. Oui, mais ça a commencé déjà. On ne sait même pas qui a déposé. Déjà, le dégoût du peuple, c'est que cette mascarade de plus de 140 ou 150 candidats qui sont. Non, pas candidats. 160 retraits d'Estimara avec des cas de psychiatrie, s'il vous plaît. Et oui. Oui, mais après le Conseil constitutionnel va nettoyer. Attendez, mais sur l'ensemble, on a eu 16, je pense 16 candidats qui ont été retenus, je pense, 16 candidats. 16 candidats qui ont été retenus. Il n'y a pas eu la liste de publiés. Pardon, il n'y en a pas, qui ont déposé. Ah, d'accord, c'est ça. À terme, au niveau du Conseil constitutionnel. Sur Donc, les 66, c'est des dossiers recevables. Sur les 60, en gros. Absolument. Une quinzaine de dossiers et sur les 15 personnes qui ont été retenues. On en connaît deux ou trois. Larderi, Bouteflika et Abdelaziz, celui qui était et le mécanicien route de secours. Absolument. Donc quatre personnes en grosso modo. Donc ce qui veut dire que même si le fait de penser à revenir à cette liste-là, c'est une aberration par rapport à une révolution populaire. Voilà. C'est une proposition, c'est une réflexion. En tout cas, merci à lui parce qu'il a été sage. Il a attendu pratiquement 20 minutes et il a raison parce qu'il écoutait sur l'application, parce que sur la FM, il resterait pas dans la voiture à attendre. En fait, c'est le même principe que au CSA, Tarek. Regardez le Conseil constitutionnel. Il y a les dossiers, on les dépose, et après il y a les recevabilités. Non, alors il y a la recevabilité, et après il y a les présélections. Et tout le monde, comme dit l'autre. Sauf que là, on a grillé la politesse à la présélection. Voilà, justement. Mais sauf que tout le monde est recevable au CSA, et les présélectionnés, ils peuvent toujours attendre. Voilà, c'est ça. Allez, dans un instant, et juste après la pub, on va parler de la Nouvelle-Zélande, évidemment, puisqu'on est à une semaine de cet attentat terroriste islamophobe qui est survenu à Christchurch. Christchurch. Oui, Christchurch. C'est la ville du Christ. Oui, voilà, c'est ça. Et on a eu des images absolument extraordinaires. Tarek. Cet appel à la prière retransmise à la télé. Donc on en parle juste après la pub. Absolument, au travers de votre avis tranché. Et on rappelle que cette atrocité a fait 50 morts. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct dans le grand forum LGF, évidemment, à l'écoute de votre radio France Maghreb 2, que ce soit, comme on l'a constaté tout à l'heure avec notre ami Karim, par l'application que vous pouvez télécharger, bien sûr, sur vos smartphones, via l'Apple Store ou via le Play Store, selon que vous ayez Android ou Apple. Et vous pouvez donc télécharger, elle est pas très conséquente, donc tout va bien, ça s'installe facilement et on peut ainsi. Elle prend pas beaucoup d'espace. Voilà. C'est pas qu'elle est pas conséquente. Oui, non, mais bien sûr, voilà, elle prend pas beaucoup d'espace et on peut ainsi écouter votre radio. Qui plus est, lire les articles qui sont publiés sur le site www.francemaghreb2.fr et voilà, donc ainsi ne rien perdre des programmes de votre radio. Et par exemple, si vous êtes à Marseille et que vous partez à Alger, vous pouvez aller participer aux manifestations d'Alger comme le fait l'avocat Hassan Boukhalifa. Et il y va donc une fois par semaine et en même temps garder votre radio avec vous pour ne rien perdre de ce qui se dit ici. Alors avant de passer à la vie tranchée, Tarek, qu'est-ce qui va se passer ce soir dans Caravansérail, Youssef, pendant que je te tiens? Écoute, ce soir normalement on va recevoir Saïd Daknin,
on va faire un petit peu l'analyse de ce qui s'est passé aujourd'hui tout le long de cette journée de vendredi. Ouais. Et une rétrospective de tout ce qui s'est passé pendant toute cette semaine, les mea culpa du FLN, du RND et toutes les déclarations. Le MAC aussi. Je lui donnerai. C'est même pas la peine de lui accorder. Ouais. Non, j'en parlerai même pas. C'est vrai qu'en Kabylie, il est même pas connu. Il a aucune notoriété, ce MAC. Bah écoutez, moi, je te disais ça tout à l'heure, Christophe, en off. Je te disais une chose. Pour moi, le MAC, j'aurais été décisionnaire, j'aurais été président de la République, je l'aurais autorisé à rentrer en Algérie et activer et rentrer aux élections, au suffrage universel, s'il aura eu au moins 1%. Moi, je démissionnerai, voilà, tout simplement. Heureusement que vous êtes le président. Donc le rendez-vous de ce soir sur Caravansérail, c'est à partir de 22h. Oui, absolument. Merci beaucoup Youssef, et à tout à l'heure, 22h, bien entendu. Pour l'heure. Et Sami Abdesalam, bien sûr, à partir de 20h, 22h, par l'islam. Oui. C'est riche, quoi. Oui, voilà. On passe de l'islam à l'Algérie, à la politique, à la musique, à Medjahed à 18h. À la culture. Voilà. Et c'est pas que dans la confiture, la culture. Ouais. Bon, alors, on passe maintenant. Et le matin, donc, tous les matins, de 9h à midi, notre ami de Djinabil, pour la musique et pour vos choix de musique. Allez, cessons la promo. Passons maintenant à l'essentiel, c'est-à-dire la vie tranchée de Tarek Mami. On va parler de la Nouvelle-Zélande, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Mon cher Tarek, vous avez décidé de faire un avis tranché sur ce qui s'est déroulé la semaine dernière, cet attentat terroriste islamophobe qui a fait le lourd bilan de 50 morts. Notre avis tranché de ce vendredi 22 mars, c'est attentat terroriste islamophobe en Nouvelle-Zélande, ou comment le pire peut engendrer le meilleur et l'intolérance donner vie à la tolérance et au mieux vivre et faire ensemble. Peut-on donner le bilan de l'attentat terroriste islamophobe commis dans les deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, 7 jours après l'effroyable attentat qui a fait, faisons le bilan de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande sans jamais citer le nom de l'assassin pour ne pas lui faire de la publicité. La chef de la police de la ville où le massacre s'est passé se déclare musulmane et commence son compte-rendu public par des formules religieuses musulmanes. La première ministre du pays, une dame non musulmane, met un foulard islamique au sein du Parlement afin de rendre hommage aux victimes. Le Coran est récité au Parlement néo-zélandais en ouverture des travaux. Un journal national met en première page le mot paix en arabe avec les noms des 50 victimes. La télévision nationale néo-zélandaise diffuse le adhan de la prière du vendredi en signe d'hommage aux victimes et de soutien et de solidarité avec les citoyens néo-zélandais de confession musulmane. La police néo-zélandaise a assisté à des cours islamiques dans la mosquée où le massacre a eu lieu pour mieux connaître les préceptes de l'islam. Plus de 5000 fidèles musulmans ont assisté à la prière du vendredi d'aujourd'hui dans cette même ville. Le taux de remplissage des mosquées pour ce vendredi a triplé par 3 et plus de 10 000 néo-zélandais non musulmans ont assisté dans des parcs aux prêches de la Jumu'ah à Christchurch aujourd'hui en mémoire des victimes. En 7 jours, des centaines de citoyens néo-zélandais ont fait le choix libre de se convertir à l'islam. Des nouvelles lois seront adoptées par le Parlement néo-zélandais pour réduire la possibilité d'acheter certaines armes afin de protéger au mieux toute la population néo-zélandaise. Alors, qui a gagné en Nouvelle-Zélande? Le vivre ensemble ou le terrorisme? Je vous laisse répondre. De tout cela, il sortira que la Nouvelle-Zélande ne sera pas un pays musulman. Et on ne procédera pas au grand remplacement culturel dans ce pays.
Par contre, le vivre et le faire ensemble sortent très fort et très renforcés. Chez nous en France, par contre, vous connaissez la réponse. Certes, la mairesse de Paris, Madame Hidalgo, a pris la courageuse décision d'éteindre les lumières de la Tour Eiffel, comme elle l'a fait pour les autres attentats terroristes de tous bords, et cela reste à l'honneur de la mairesse de Paris. Mais pour nos médias mainstream, et surtout les télévisions dites d'information continue, et pour une large partie de la classe politique française, pour les polémistes, Docteur S, plateau TV et radio, et pour l'écrasante majorité des faiseurs d'opinion, c'est tout simplement circuler. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à dénoncer. Même si l'assassin australien de passage en Nouvelle-Zélande s'est abreuvé en France du concept de grand remplacement, d'islamophobie et d'insécurité culturelle. Pire, certains parlent d'œil pour œil, d'autres parlent de match retour, qui n'est pas tout à fait gagné, au vu du score 100 morts au Bataclan contre 50 morts en Nouvelle-Zélande, avec cette bêtise supplémentaire qui n'autorise pas les circonstances atténuantes pour ces personnes, qui est que parmi les morts du Bataclan et de Nice figurent de nombreuses victimes de confession musulmane. En France, l'islamophobie a encore de beaux jours devant elle, mais la bataille de son éradication est déjà enclenchée. Merci Tarek. Alors, effectivement, vous avez rappelé au cours de votre avis tranché qu'il y a eu ces belles images d'appel à la prière, en signe de solidarité aujourd'hui avec toutes les victimes de cet attentat islamophobe terroriste survenu la semaine dernière. Eh bien, les gens étaient invités à porter le foulard, et ils l'ont fait d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de monde qui ont assisté sans que cela ne fasse de la Nouvelle-Zélande un pays musulman. Absolument. Mais cela dit, c'est ça la grande différence qu'il faut comprendre, qu'il faut expliquer ici en France. Cela a permis quand même à ce que des gens s'intéressent justement à cette belle religion qu'est l'islam, puisque c'est pas moi qui l'invente, 358 nouveaux convertis depuis la semaine dernière en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc évidemment, vous avez raison, le traitement médiatique, on l'a constaté tous et toutes, absolument pas à la hauteur de la tragédie, ni même d'ailleurs ce qui s'est passé, alors là c'est encore pire, au Malawi. 1000 morts. Pas un mot dans les médias, rien. C'est-à-dire que le Malawi, le Mozambique n'existe pas sur la carte du monde pour les médias français. 1000 morts. C'est ce que je disais, cher Christophe, au début de mon avis tranché sur l'Algérie, où nous sommes égocentriques et nous voyons toute l'actualité du monde à travers ce qui se passe chez nous, en France et surtout à Paris. On a peut-être le temps de prendre un dernier auditeur, 01 40 33 9000, il est avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, c'est Daoud. Exactement. Comment ça va mon Daoud? Ça va et toi Christophe? Eh ben très très bien Daoud. Alors je salue également Tarek Mami, ça fait longtemps. Oui. Et je voulais dire que j'ai bien compris ce qu'il voulait dire sur l'Algérie. En fait, si j'ai bien compris, c'est ce qu'il voulait dire, qu'est-ce qui se passe après Bouteflika, c'est ça? Oui. Donc exactement, moi aussi je pense que ça va être difficile. Et pour revenir, si tu me permets, j'aimerais tout avant une pensée aux victimes du massacre. Oui. Et ceci dit, l'hypocrisie aussi incroyable des médias français, qui ont même pas osé dire, parce que vous allez me dire pourquoi, mais qui ont même pas osé dire que le terroriste, pour moi, et je pense pour la plupart des gens dans le monde, c'était un terroriste extrémiste chrétien. Parce que quand on lit le manifeste de 74 pages, exact, il réfère que des choses de croisade. Regardez, j'avais noté quelques... Vous avez pu lire le texte, cher Daoud? Exactement. Super. Parce qu'il a disparu, il a été retiré. Exact, ça a été retiré, il y avait 73 pages. Oui, mais 74 pages, il a été retiré. Il y avait comment dire, il y avait des dates comme 1683, c'était le deuxième assaut de Vienne, la croisade, Richard Cœur de Lion, Charles Martel, etc., etc. Il y avait Charles Martel, surtout pour nous, ici pour la France. Exactement. Et on voit cette haine de l'islam qui prend sa source en France. Oui. En fait, vous avez la phrase de Zemmour qui dit cette guerre qui a duré depuis donc 10 siècles, depuis 1000 ans, se continue. Donc cette phrase aurait pu se retrouver dans le texte de cet assassin.
Exactement, et avec les médias français qui le disent à peine que c'est un attentat, ils disent un massacre, une tuerie. Bon, après, vers la fin, ils ont modifié, et c'est dramatique. Et voilà, c'était juste pour apporter ma pierre à l'édifice, quoi, on va dire. Tout à fait. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a pu se filmer en direct pendant 17 minutes. Alors j'ai respect pour Barthez. Je sais pas sûr que si vous avez vu la vidéo de Barthez ou pas. Oui, si. Extra. Donc et heureusement qu'en France, il reste quelques niches, je dirais pas de liberté, mais d'indépendance intellectuelle de quelques-uns qui nous rappellent ce qui se passe. Alors peut-être qu'il serait utile de rappeler qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo, cher Tarek, de Barthez. Barthez. Parce que beaucoup ne l'ont pas vu, hein. Ah oui. Alors, alors Barthez a fait quelque chose d'extraordinaire parce que il a matraqué que pendant 17 minutes, un assassin tue des gens et les responsables de Facebook ne coupent pas la diffusion. Ouais. Et c'est extraordinaire parce que les 17 minutes semblent tout d'un coup plus longues qu'une heure. Bravo à lui. Tarek, je peux te dire un truc ou pas? Oui, avec grand plaisir, allez-y, monsieur Daoud. Tarek, je t'apprécie, mais il faut tuer le chat qui est dans ta gorge, là. Tu touches trop. Faut manger du miel. Et si je vous disais que tout le matin, c'est du miel que je mange, et que le chat est plus fort que le miel? Ouais, tu touches souvent. Il faut inviter la souris. Voilà. Bon, ok, bon courage. Merci, mon ami. Salut Daoud, bon courage. Ciao. À bientôt. Bon, allez, c'est l'heure d'y aller maintenant. C'est fini. Je rappelle, parce que c'est utile, il y a beaucoup de manifestations d'organiser justement hommage à cet attentat islamophobe, survenu vendredi dernier. Et d'ailleurs, il y a un appel national à 19h devant toutes les mairies, à l'exception de Paris où ça sera à Place de la République à 19h. Un petit mot pour nos amis marseillais. Qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Le lycée Ibn Khaldoun fait porte ouverte aujourd'hui et demain. Si vous voulez inscrire vos enfants ou aller découvrir que fait ce lycée, comme notre ami Karim de Marseille, qui j'espère est toujours au soleil en train d'écouter la radio, c'est le moment ou jamais d'aller visiter donc ce lycée Ibn Khaldoun. Et on vient d'avoir le résultat des lycées. Et le lycée Averroès de Lille, c'est encore super bien placé cette année au niveau du bac. Merci à tous, merci à toutes. Et bon week-end à tous et à toutes. Merci à tous. Donc ce soir, dans quelques minutes, Medjahed, bien sûr, pour vous divertir jusque 20h, l'heure à laquelle vous avez rendez-vous avec Samir Abslam pour parler islam. Et donc, on reparlera d'Algérie tout à l'heure à 22h dans l'émission de Youssef Hatchmail dans Caravansérail sur France Maghreb 2. Bonsoir. En aucun cas, l'armée n'est chargée du maintien de l'ordre. C'est un faux débat absolu. Déclaration d'Emmanuel Macron après la polémique sur le rôle prêté aux militaires de l'opération Sentinelle demain à Paris. Jean-Luc Mélenchon leur a demandé cet après-midi de ne pas tirer sur les manifestants. Ceux qui jouent à se faire peur ou à faire peur aux autres ont tort, a ajouté le chef de l'État. À Paris, la préfecture a interdit toute manifestation de gilets jaunes demain sur les Champs-Élysées et dans le secteur qui va de l'Élysée à l'Assemblée nationale. Une manifestation entre Denfert, Rochereau et Montmartre et 3 rassemblements ont été déclarés à République, Montparnasse et au Trocadéro. Des dizaines de milliers d'Algériens à nouveau dans les rues aujourd'hui pour réclamer la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Sur les réseaux sociaux, les appels à la mobilisation se sont multipliés autour du mot dièse « Partez tous !» François de Rugy annonce des moyens renforcés pour lutter contre la mort des dauphins sur les côtes atlantiques. 1100 dauphins ont été retrouvés sur les plages depuis le début de l'année, probablement victimes de filets de pêche. Il souhaite que tous les bateaux de pêche soient équipés de pingers, ces répulsifs sonores qui effraient les dauphins. On connaît déjà la composition du vaccin contre la grippe de l'an prochain. Elle a été finalisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le vaccin est composé de 4 types de virus différents. La fabrication sera lancée dans les semaines qui viennent pour une campagne de vaccination à l'automne prochain. Enfin, l'appel des auteurs européens en faveur de la réforme du droit d'auteur qui doit être voté mardi prochain par les députés européens. Face au lobbying des géants d'Internet, ils affirment que cette réforme assurera aux créateurs une rémunération équitable pour l'exploitation de leurs œuvres sur Internet. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb